Merci. Bonsoir à tous. J'espère être aussi passionnant et clair que mon collègue, sachant que je vais vous parler de droit. Je vois que vous avez la même réaction que mes étudiants. Donc, alors, vous parlez de... Alors, par contre, je tiens quand même à remercier les organisateurs parce que d'organiser ce débat citoyen, parce qu'on est quand même sur des véritables choix énergétiques. Et vous allez voir que les lois, entre autres, et la future loi sur la transition énergétique, va poser des choix énergétiques aux Français. Donc ces choix, soit ils vous seront imposés, parce qu'une fois que la loi est votée, ils vous sont imposés, soit aujourd'hui, et je crois que c'est le cas, vous participez justement à ces choix énergétiques, savoir comment demain vous déplacer, vous chauffer, vous éclairer. J'ai toujours l'habitude de dire qu'aujourd'hui, nous avons 8 millions de Français en précarité énergétique. Ça veut dire quoi, 8 millions de Français en précarité énergétique? Ça veut dire 8 millions de Français qui dépensent plus de 10% de leurs revenus à acheter l'énergie. Et quand vous avez un SMIC, quand vous êtes dans un emploi précaire, eh bien vous dépassez allègrement, j'allais dire, ces 10%. Donc on est aussi sur un débat sur des choix énergétiques. Alors, vous présentez les gaz de schiste et l'état du droit. Je vous ai fait un petit plan en 4 parties où je vais aborder d'abord justement que dit le droit aujourd'hui sur les gaz de schiste en France. Quels sont aussi les projets de texte qui vont être discutés par les parlementaires et qui vont toucher aussi les gaz de schiste. Prendre ensuite, parler de droit de l'environnement, et vous allez voir qu'aujourd'hui, le droit de l'environnement n'est pas très à la fête, on va dire, sur ces questions-là, et même plus généralement. Et terminer sur un petit peu une étude comparée, mais rapide, entre les États-Unis et la France. Alors, vous parlez d'abord du droit applicable au gaz de schiste en France. Alors, on a en fait deux textes. Le premier, c'est l'actuel code minier qui date de 1810. Alors, c'est assez marrant parce qu'on entend dire il faut dépoussiérer le code minier de 1810. C'est certes, oui, mais je veux dire, au moins en 1810, il s'était posé la question de savoir comment on allait exploiter les mines. Nous, on ne s'est pas posé cette question depuis donc plus de 200 ans. Alors, quand on lit le code minier, qui est donc en train d'être réformé, on en parlera après, on voit que les mines, ça relève de l'État. Et pour parler des substances, eh bien, on trouve quoi? La houille, la lignite, et bien sûr les hydrocarbures liquides ou gazeux. C'est-à-dire que déjà dans le code minier, au début de ce code, on parle indirectement des gaz de schiste. Donc ça, c'est un premier élément. Donc aujourd'hui, il est prévu d'exploiter les gaz de schiste comme les autres richesses qui sont sous le sous-sol français. C'est prévu dans ce code. Alors, par contre, le texte qui, lui, traite plus directement des gaz de schiste, c'est la loi, la fameuse loi, qui a été votée en 2011, qui, elle, a interdit la fracturation hydraulique pour l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. Et je vous ai mis donc l'article 1er, qui est pour les parlementaires à l'époque et pour la doctrine un petit peu, un article de circonstance. Et souvenez-vous, c'était la levée de bouclier. C'est là où on voit que la loi aussi, les juristes disent le fait précède le droit. C'est-à-dire que, eh bien, on a fait cette loi parce que le gouvernement de l'époque, le président de la République de l'époque, ont senti qu'il risquait d'avoir des problèmes à quelques mois d'élections présidentielles et autres. Donc nous sommes aujourd'hui sur une loi de circonstance. Mais ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle a été déférée par ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, qui est une procédure qui permet en fait à tout citoyen qui est devant une juridiction, soit
judiciaire, soit administrative, de dire voilà, j'estime qu'une loi me porte préjudice et j'estime que cette loi est contraire à la Constitution. Donc depuis quelques années, tout citoyen, vous pouvez, devant donc n'importe quel tribunal, soulever cette question prioritaire de constitutionnalité qui va être étudiée soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de cassation, et qui va dire, eh bien oui, on peut interroger le Conseil constitutionnel pour savoir si la loi dont vous parlez, elle est constitutionnelle ou pas. Et c'est ce qui s'est passé, donc, sur cette loi de 2011. Alors c'est intéressant d'ailleurs, si le sujet vous plaît, vous pouvez aller sur le site du Conseil constitutionnel. Vous avez pendant 45 minutes le débat, l'audience qu'il y a eu, où on a l'avocat qui représente le pétrolier et les avocats des associations, notamment de protection de l'environnement. Et pendant 45 minutes, ils débattent sur le fait de dire est-ce que cette loi est oui ou non constitutionnelle. Qu'ont soulevé les pétroliers? Eh bien, ils se sont dit, outre le droit de propriété, on y reviendra après, mais ils ont dit, voilà, pour nous, cette loi, elle est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte au principe de précaution, également au principe de prévention et au principe d'égalité. Alors, dites-vous que, j'allais dire à la fois sur le plan moral, mais aussi sur le plan légal, mais j'insisterai sur le plan moral, c'était un peu grave de se voir retourner par les gens qui protègent l'environnement le principe de précaution et le principe de prévention, c'est-à-dire la charte de l'environnement de 2005. C'est-à-dire que les pétroliers américains se sont dit, ben voilà, vous voulez jouer au plus écolo, et bien nous on va dire que le principe de précaution, il fait que nous on peut exploiter les gaz de schiste par la fracturation hydraulique. Donc ils ont soulevé ce principe de précaution, le principe de prévention. Fort heureusement, le Conseil a statué en disant non, que la loi était tout à fait constitutionnelle. Et un autre élément qui a été soulevé, c'est le principe d'égalité. Notamment en comparant la fracturation pour les gaz de schiste et pour la géothermie. Et là, quand on lit la décision du Conseil qui fait 4 ou 5 pages, on voit que les juges ne se sont pas laissés avoir en disant non mais attention, si le législateur, parce que vous savez en France il y a un principe donc fondamental qui est le principe d'égalité, eh bien si le législateur a dit à l'époque on interdit la fracturation hydraulique pour les gaz de schiste, c'est parce que pour les gaz de schiste, la nature du risque est différente que pour la géothermie. Et effectivement, quand on voit des rapports, on voit qu'essentiellement, même si on a les risques sismiques aussi pour le gaz de schiste, mais essentiellement le risque est chimique, alors que pour la géothermie, il est sismique. Par contre, sur les produits aussi qui sont utilisés, eh bien, plutôt les produits recherchés, ce sont des hydrocarbures pour les gaz de schiste et bien sûr de l'eau chaude pour la géothermie. Alors tout ça pour vous alerter justement sur le fait que le droit, vous savez, on entend souvent les politiques dire « Ah, ça va être inscrit dans le marbre, etc. » Ce n'est jamais inscrit dans le marbre, le droit. C'est ce qui fait d'ailleurs vivre les juristes, parce que tous les jours, on a des lois qui sortent, etc. Enfin, parfois, d'ailleurs, ça devient insupportable. Mais dites-vous qu'il faut être très vigilant sur ce qui va être voté par les parlementaires. Alors, quels sont les projets de texte aujourd'hui qui vont traiter les gaz de schiste? Alors, le premier, c'est ce fameux code minier dont on entend parler depuis un certain temps, où on a une dispute entre deux ministères, celui de l'écologie et celui du redressement productif. J'ai bien aimé productiviste tout à l'heure, mais du redressement productif, le titre est exact, en disant voilà, quelle est la compétence. Est-ce que c'est l'écologie, le développement durable, ou est-ce que c'est plutôt la fonction industrielle et productive? Donc aujourd'hui, on a eu un premier rapport qui est sorti au mois de décembre du Conseil d'État TUO qui dit que bon voilà, on va réformer ce code, mais dans ce code, on retrouve quoi? Vous voyez, on a changé la numérotation, mais on retrouve que la houille, la lignite et les hydrocarbures liquides ou gazeux. Donc c'est-à-dire que dans ce code, nous parlerons indirectement des gaz de schiste. C'est-à-dire que les gaz de schiste font toujours partie de la richesse de notre sous-sol français et que peut-être quelqu'un un jour va les exploiter, malgré la loi de 2011.
Par contre, ce qui est posé quand même dans ce nouveau code minier, c'est, certains appellent un verdissement de ce code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il n'y avait aucune référence, notamment aux questions environnementales. Là, on trouve une présence importante à la fois de l'étude d'impact, c'est-à-dire qu'on va considérer les travaux miniers comme des installations classées pour la protection de l'environnement, et aussi, ce qui est posé, c'est la large participation du public. Bon, nous sommes au projet de code. On va voir ce qui va se passer en commission, etc. Mais ça veut dire que si demain, des projets miniers liés au gaz de schiste et à d'autres devaient sortir, eh bien, la participation du public et les études d'impact environnemental sont prescrites. Donc, j'allais dire, c'est un plus. Un plus pourquoi? Parce qu'on verra peut-être les études d'impact, comme ça a été montré tout à l'heure, vont montrer la dangerosité de l'exploitation du gaz de schiste. Autre donc, élément, la fameuse loi sur la transition énergétique que l'on nous a promis en 2013, que l'on nous promet en 2014 et que peut-être nous aurons en 2015. Alors, cette loi, c'est une loi qui va réformer la loi de 2005. Et tout à l'heure, Madame Angot, vous posiez la question, quel est l'intérêt du gaz de schiste? Eh bien, quand vous lisez l'article 1er de la loi de 2005, du 13 juillet 2005, sur le programme fixant les orientations des politiques énergétiques, eh bien, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit que la politique énergétique de la France doit contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité des approvisionnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais que le débat est important sur l'énergie, c'est comment pourrons-nous être indépendants énergétiquement? Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, la facture énergétique de la France, c'est plus de 68 milliards d'euros à l'exportation. C'est-à-dire nous avons plutôt importé, je veux dire, le pétrole, c'était 68 milliards d'euros. Donc ça, c'est l'argument que donnent aujourd'hui les gens qui veulent exploiter les gaz de schiste. Donc c'est-à-dire sur les choix énergétiques. Entre parenthèses, alors bon, je n'ai pas dit que j'étais militant, etc., mais on peut dire les choses. Quand vous entendez le patron d'EDF qui dit « mais il ne faut pas moins consommer, il faut plus consommer ». C'est comme la Lyonnaise des eaux, c'est ouvrez le robinet, buvez de l'eau. Donc, je ferme la parenthèse. Donc en fait, si vous voulez, la question de l'indépendance énergétique est posée. Aujourd'hui d'ailleurs, vous avez... on élargit les zones d'expansion autour des côtes françaises, notamment en Guyane, etc., pour pouvoir exploiter peut-être du pétrole. Donc, cette question de fond, elle va être posée. Donc, qu'est-ce qui va être écrit dans cette future loi sur la transition énergétique? Est-ce que ça sera toujours en premier cette indépendance énergétique? Oui, comment? Et ce qu'on voyait en 2005, préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre, vous voyez qu'on est sur un débat qui est parfois kafkaïen. C'est-à-dire qu'on les voit, qu'est-ce qui doit peser dans la balance? Et à mon avis, c'est l'opinion publique qui fera qu'un choix ou l'autre sera privilégié. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler plus de ce projet de loi parce qu'il est encore dans les cartons, on parle d'autoconsommation, etc. Mais rien n'est encore défini. Troisième élément, quelle est la place du droit de l'environnement face au gaz de schiste? Aujourd'hui, nous avons quand même un arsenal en droit de l'environnement, dans le Code de l'environnement, où nous pouvons préparer les armes, j'allais dire, contre les gaz de schiste. Le premier élément, c'est la charte de l'environnement. Je vous ai parlé tout à l'heure du principe de précaution, c'est l'article 5. Il y a quand même aussi l'article 1 qui pose le fait de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc ça, ce sont des éléments que l'on peut avancer sur des dossiers juridiques contre des permis notamment. C'est après, bon, tout ce qui est lié au Code de l'environnement. Là, je vous ai cité juste un article. Quand je vous disais que le Code de l'environnement, je l'ai connu il y a 15 ans, il était tout petit. Aujourd'hui, il est plus gros que le Code de l'urbanisme, par exemple, voire que le Code du travail. Et pourtant, celui-ci est gros aussi. Eh bien, c'est le principe de prévention. Là aussi, la prévention est posée, c'est-à-dire que quelles sont les mesures qui pourraient être amenées par un industriel pour prévenir des risques. Or, on a vu que c'était
très difficile. Et ce qui va le définir ça aussi, ce sont les évaluations environnementales que l'on n'avait pas jusqu'ici. Les évaluations environnementales, c'est à la fois les impacts liés sur l'environnement, mais aussi sur la santé, impact sanitaire, impact sur la biodiversité. Alors je fais une parenthèse d'ailleurs. Il y a quelques mois, un maire d'une petite commune m'avait sollicité pour un arrêté municipal pour interdire la circulation des camions, etc. Il avait été débouté par le préfet. Moi, ce que je lui avais conseillé, c'était d'utiliser, par exemple, Natura 2000. Nous sommes une région où Natura 2000 est très présent. Je veux dire, tant mieux. Mais justement, il faut savoir utiliser Natura 2000 dans le fait de se dire, puisque tout à l'heure on a comparé les secteurs aquifères avec les permis, pareil, si on comparait les secteurs avec Natura 2000, on verrait que ces projets sont en pleine zone Natura 2000. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à utiliser c'est-à-dire cet élément juridique. Impact aussi sur les terres agricoles, avec bien entendu aussi la lutte entre qu'est-ce qu'on privilégie, des terres agricoles ou des terres pour l'énergie. Ça, c'est aussi un débat. C'est un débat qui est récurrent. Est-ce que, alors on l'a en France, mais aussi on l'a dans d'autres pays. Est-ce qu'on fait des terres pour avoir de l'énergie, planter du colza ou autre, ou est-ce qu'on fait des terres pour nourrir l'humanité? Pour terminer, en matière de droit comparé, France-États-Unis d'Amérique. Alors, ce que je vous ai mis ces deux cartes, pourquoi? Parce que déjà, c'était intéressant, je vous disais, le débat là, qu'il y avait eu au Conseil constitutionnel sur la vision américaine et la vision française. On n'est pas sur les mêmes territoires. On n'est pas sur les mêmes territoires. Donc, c'est pour ça que je vous ai marqué le nombre de kilomètres carrés des États-Unis et de la France et la densité. Aux États-Unis, on est à 33 habitants au kilomètre carré. En France, on est à 117, sachant que sur le département de l'Hérault, je crois qu'on dépasse les 200. Donc, on ne peut pas prévoir, j'allais dire, on ne peut pas dire, voilà, on peut les polluer. Vous savez, le phénomène NIMBY. Qu'est-ce que c'est NIMBY? C'est pas chez moi, not in my backyard. Alors, le phénomène NIMBY aux États-Unis, ça peut être résolu très simplement parce qu'il y a des grands espaces. On se met dans le désert, comme quand à l'époque ils tiraient des bombes atomiques dans le désert. Mais ici en France, voire en Europe, c'est pas, on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc on ne peut pas, parce que donc, quand vous êtes propriétaire aux États-Unis, vous êtes propriétaire du sol, mais du ciel et aussi donc, du sous-sol, de l'enfer aussi. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez aux États-Unis ces grands gratte-ciel, etc., qui parfois débordent sur d'autres maisons, etc. Mais la vision, encore une fois, de la propriété américaine n'est pas celle de la France. Alors en France, je vous ai marqué, c'est le Code civil, l'article 552 qui fixe cela, où certes, la propriété du sol emporte celle du sous-sol et au-dessus, mais vous voyez, dans l'alinéa 2, eh bien, les questions liées aux mines, eh bien, elles sont de compétence étatique. Donc, c'est-à-dire que l'État ne peut pas, si vous voulez, se défausser en disant « Ah, c'est pas moi qui vais pouvoir interdire ». Si, en France, c'est le Code des mines qui fixe cela. Alors, j'ai mis justement en bas une petite ligne sur TAFTA, donc c'est le fameux traité en préparation. Alors, le traité secret, je ne peux pas non plus vous en parler parce qu'il est secret. Donc, c'est très compliqué pour un juriste de ne pas avoir de texte. Donc il faut jouer un peu les équilibristes, mais qu'est-ce qu'on voit dans ce projet de traité transatlantique? Eh bien, on voit en fait se dégager le fait de dire, ben voilà, les multinationales sont parfois aussi puissantes que les États, en termes de, si ce n'est plus, oui, en termes de finances. Donc c'est-à-dire que ces multinationales, pour discuter, plutôt que de passer par des petits tribunaux de province, etc., eh bien, on va organiser des juridictions spéciales, on peut appeler comme ça, qui vont traiter directement, comme, si vous voulez, l'ORD, qui est l'Office de règlement des différends de l'OMC, en disant, voilà, entre un État et une entreprise mondiale. Donc, on peut effectivement se dire, est-ce que cette organisation, cette justice extraterritoriale, elle ne va pas condamner les États à des amendes énormes en disant, voilà, mais nous, on veut exploiter les gaz de schiste en France, etc. etc. Voilà. C'est un petit peu le débat qui peut y avoir.
Et le problème donc, de TAFTA, c'est que aucune, donc, si vous voulez, nous sommes, ça je le dis souvent à mes étudiants, mais même dans les conventions internationales en droit de l'environnement, ce qui gouverne, c'est le marché. C'est-à-dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les traités internationaux disent, voilà, on peut protéger, mais il ne faut pas porter atteinte à la libre concurrence. Et très certainement, ce traité transatlantique sera dans ce même esprit-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas... Alors, est-ce que ne pas exploiter les gaz de schiste en France, est-ce que c'est porter atteinte ou pas à la libre concurrence? Alors, pour terminer, on constate une chose, en fait, nous les juristes en environnement, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons une régression du droit de l'environnement. Alors, sous couvert de, vous savez, c'est le choc de simplification. Il n'y a que des chocs actuellement. On aura bientôt un choc thermique aussi. Donc, sous couvert, c'est-à-dire de ces grands mots, on voit en fait régresser le droit de l'environnement. On s'est battu, nous, à Rio + 20, avec mes collègues, et notamment le professeur Michel Prieur, justement pour que le principe de non-régression soit inscrit dans la déclaration finale de Rio. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si justement on veut lutter contre les gaz de schiste en France, il faut que le droit de l'environnement soit reconnu à la fois par les juridictions, par les juges, c'est-à-dire qu'il faut des juges formés, soit reconnu par tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a, je vous ai marqué 5 éléments de droit aujourd'hui qu'on peut utiliser sur l'eau, sur la beauté des paysages, la nature. Ce qui a été dit tout à l'heure, et ça il faut le souligner, c'est la lutte contre le changement climatique. Effectivement, aujourd'hui, les gaz de schiste ne contribuent pas à lutter contre le changement climatique. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dites-vous qu'au niveau international et donc après local, la lutte contre le changement climatique doit participer aussi à une politique énergétique. Et c'est pour ça que le choix citoyen de savoir quelle énergie nous allons consommer demain, quelle énergie nous allons économiser aussi. Parce que moi, je crois que la première chose, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut économiser comme énergie? Après, on choisira de l'énergie. Voilà. Mais ça, je crois qu'il faut se battre pour que, justement, le droit de l'environnement ne régresse pas, qu'il soit présent partout. Et dites-vous, si vous êtes élu, citoyen, etc., eh bien, n'hésitez pas à ouvrir le code de l'environnement. Il y aura toujours des solutions, en espérant, pour lutter contre ce problème des gaz de schiste. Merci. Par rapport à ce que disait Laurent, avant qu'on lui pose des questions, donc sur le fameux traité transatlantique. Donc c'est à 18h30 à la CIMAD, 14 rue de la Rotonde, en bas des allées près du plateau des Poètes. Voilà, c'est demain à 18h30 à la CIMAD. Je voudrais amener une petite précision. Moi, j'ai travaillé pour les pétroliers. J'ai fait plusieurs évatrices. J'ai fait celle qui est partie avec le groupe, plus près, avec le groupe norvégien-suédois, c'est-à-dire les Suédois sont distributeurs des mines de Kiruna, mais ont des antennes les mêmes qu'il y avait en Alaska, et qui leur permettent justement dans l'espace de scanner. Mais l'histoire de la plateforme qui est partie avec les Norvégiens en plein milieu du Pacifique était faite pour percer des trous dans le sol, faire une explosion gamma dans le milieu et mesurer toutes les résonances différentes roches à différentes distances. Ce qui leur permet à l'heure actuelle, avec le système HARP et l'épandage de ces traînées qu'on voit dans le ciel depuis je ne sais combien de temps, plus le scannage carré dans toutes les parties du monde, d'avoir une résonance dans les sous-sols partout. Ils ont scanné le dessous des mers, ils ont scanné toutes les terres et tous les pays. En ce moment, ils sont en train de faire fondre le Groenland, ils ont déjà trouvé la résonance de l'or, etc., et tout le reste. Et ça continue comme ça. Alors à l'heure actuelle, on s'est groupé, nous, en 14 pays européens, enfin 13 pays européens aidés par les Américains qui se mangent du gaz de schiste depuis le début. Mais comme vous disiez, il ne faut pas confondre l'Amérique, où on peut prendre une zone grande comme la moitié de la France et extraire
le gaz de schiste où il y a très peu de population, et puis commencer à tirer du gaz ici dans les couloirs. C'est comme si on tirait du canon 75 pour s'entraîner dans une rue. Hein, on est un petit pays, quand on voit le programme sur la côte d'Azur de toutes les vallées, c'est affolant. Il ne faudrait pas rêver là. Bon, en plus de ça, toute la détérioration de notre environnement, la disparition de tous les insectes, on accuse l'agriculture, mais le scannage en rayonnement gamma pour aller trop profond attaque tout le système nerveux central du vivant. Donc, petit à petit, des insectes, vous en verrez de moins en moins. Moi, j'ai été gratté sur les Walbo, pour voir s'il y en avait encore. Alors, il y a un cumul qui se fait. Et dernièrement, on a récupéré depuis plusieurs années ces fils qui ressemblent à des toiles d'araignée dans l'espace, parce que quand les avions passent dans ces nuages artificiels bourrés de nanoparticules, puisque les avions de ligne ne peuvent plus voler de 0 à 8000 mètres depuis pas mal d'années, il n'y a que les militaires qui ont l'espace, eh bien, ça se compose comme des incinérateurs. Et à la sortie, c'est des petits fils de composantes de ces nanoparticules qui vont quand même 1 mm divisé par 1 million, qui se composent entraînés, et on les a collectés, on les a donnés à un laboratoire indépendant du PACA, rattaché au laboratoire, qui nous a enfin fait un bon dossier et qui a trouvé tous ces perturbateurs endocriniens. Alors, évidemment, c'est un maire de CRS de Paris qui nous avait convoqués il y a 15 jours, parce que là, il s'arrache les cheveux. Alors, en dessous, ils veulent nous faire remonter du gaz. Il ne faut pas oublier que cet été, il y a des Indiens des plaines centrales d'Amérique qui étaient dans les Cévennes, qui nous ont dit, nous, c'est pas la peine qu'on aille sur la planète Mars. Ils ont percé, ils sont partis, mais tous les jours, dans les brouillards, tout ça remonte. Et la végétation est partie. On a un paysage tout rouge comme la planète Mars, il n'y a pas de problème. C'est ce qui risque d'arriver petit à petit. Alors, entre foutre les déchets nucléaires dans le sol, je vous signale que là, il pleut. Vous regarderez la carte, quand vous sortez à droite, il y a des cartes là, verticales, assez pica. Vous avez des cartes où, un coup, on épand sur le nord de l'Europe, un coup, on épand sur le sud de l'Europe. Pour l'instant, on n'est pas concerné, on n'est pas inondé. Ça viendra. Mais petit à petit, comment voulez-vous faire des réservoirs pour récupérer les acides, pas enfermés dans des cuves, mais dans des cuves de rétention, alors que quand on voit le problème des inondations qui se passent partout dans le monde, partout en Europe, parce qu'on a des informations que pour la France, on n'a pas des informations pour toute l'Europe, mais c'est quand même une catastrophe. Alors, la technologie, moi j'étais parti tête baissée dedans, mais maintenant je fais partie de tous les groupes qu'il faut réagir. Merci. Bon. Les élus locaux, qui sont les premiers concernés avec les populations, peuvent peser sur le débat. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine dans les différents courants politiques qui traversent le pays et notre région ? Alors, je répondrai sur l'aspect juridique après l'aspect politique. Alors, sur l'aspect juridique, pour les élus locaux, il y a aujourd'hui des outils juridiques qui peuvent permettre, de freiner, de retarder l'exploitation de gaz de schiste sur un territoire. On peut imaginer, notamment, le document réglementaire, c'est le plan local d'urbanisme. On peut essayer de mettre dans des règlements de plan local d'urbanisme, certaines règles qui pourraient favoriser plutôt l'agriculture sur un terrain ou les zones naturelles, etc. Bon. Après, il y a quand même aussi les élus locaux. Il ne faut pas qu'ils oublient que depuis le début du siècle précédent, je crois que c'est une loi de 1905, qui posait le fait qu'ils ont une compétence en matière énergétique, notamment sur les réseaux. L'autre fois, je faisais une conférence à Energaia sur justement l'autoconsommation, et les réseaux appartiennent aux collectivités. Donc là aussi, ils peuvent se poser la question en disant, est-ce qu'on ne doit pas se réemparer de l'énergie après l'avoir concédé? Bon, c'est vrai, 45 à EDF, qui était le mastodonte pour essayer de réélectrifier la France, d'électrifier la France. Bon, on peut saluer le travail. Après, est-ce que aujourd'hui l'électricité, comme l'eau, est-ce que ça ne nous échappe pas?
Voilà. Donc, mais il y a aujourd'hui quand même des textes, que ce soit dans le Code général des collectivités territoriales, dans le Code de l'urbanisme et dans le Code de l'environnement, qui font que on peut reprendre le contrôle. Voilà. Sur le plan du droit, on a bien compris qu'on pouvait craindre d'accords commerciaux du type TAFTA ou autre, mais est-ce qu'on a quelque chose à attendre des tentatives de législation internationale sur la protection de l'environnement, notamment avec des démarches de Polly Higgins auprès de l'ONU ou des démarches de certains élus européens sur la création de lois de protection environnementale, au moins européennes? Alors, j'allais dire, l'émergence du droit de l'environnement au niveau international, c'est 72, le premier sommet de la Terre à Stockholm. Je vais dire que depuis 2002, on patine au niveau international. En 2002, on patine parce que le sommet de Johannesburg, le président des États-Unis à l'époque, c'est George Bush. Donc lui, sa priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans la déclaration finale de Johannesburg, où pour préserver l'environnement, il faut lutter contre le terrorisme. On sait très bien que Ben Laden était un gros pollueur. Et là, Rio plus 20, donc il y a 2 ans à Rio, on espère de passer une étape qui serait celle de l'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à la fois dans nos politiques publiques, c'est évaluer. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui on ferait du gaz de schiste alors qu'on n'a pas les évaluations? Ce que disait mon collègue, c'est que on se rend compte 6 ans après, voilà les dégâts sanitaires et environnementaux. Moi j'ai l'impression de revivre l'histoire où je fais pas mal de droit nucléaire, où quand vous voyez la naissance du nucléaire, fin du 18e, avec Reagan, etc., où 2 ans après qu'on ait découvert les rayons X, on faisait des séances aux Galeries Lafayette à Paris. On disait, voilà, venez gagner une séance de rayons X. Et les gens se précipitaient à l'époque. C'était formidable. Après, où on mettait avec du radium 226, on mettait sur la bouche, etc. Enfin, pour ça brille. Bon, on a l'impression qu'avec les gaz de schiste, on est sur la même chose. C'est-à-dire qu'on ouvre la boîte de Pandore, et puis après on se dit, oh là là, c'est catastrophique. Donc, au niveau européen, nous avons, il faut le signaler par contre, en Europe, une législation environnementale assez imposante. Par contre, on ne s'en empare pas. C'est ça qu'on peut regretter. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui ne s'en emparent pas. Parce que les acteurs, quand je dis les acteurs, c'est les citoyens. On n'est pas formés, on n'est pas, sensibilisés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'arsenal existe. Ce qu'il faut, plutôt que de refaire des lois, c'est de dire il faut les appliquer. Voilà. Allô ? Je vais rebondir sur l'international. Ah bon ? Allez-y, madame. Qui paye ces études d'impact? L'État? Et est-ce qu'on a l'assurance que les organismes qui les font sont indépendants? C'est la bonne question. Alors, dans la loi, ce qui est prévu pour les... Alors, on ne sait pas ce qui va être dans le code minier, mais ça va suivre, à mon avis, ce qui existe. C'est-à-dire que l'étude d'impact est payée par ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, ça va être, ici, le pétrolier, etc. Donc, une étude d'impact, ça peut coûter cher, etc. Alors après, moi, je dis, quand quelqu'un va payer 500 000 € une étude d'impact, parce que ça peut être ce prix-là, c'est sûr qu'il ne va pas demander qu'à la fin de l'étude d'impact, ah non, surtout, il ne faut pas le faire. Bon, ou peut-être il est philanthrope. Donc, mais ce qui est intéressant quand même sur les études d'impact, c'est que le citoyen, l'association de protection de l'environnement peut s'en saisir pour dire au juge, mais attendez, le préfet a autorisé. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance d'études d'impact? Ça, c'est un élément que les juges retiennent. Est-ce qu'elle est bien faite, etc., etc. D'où ce qui est aussi important pour moi, c'est la concertation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'État parle de concertation, information. Moi, je fais partie de plusieurs commissions. Bon, l'information commence à arriver. Quand je dis au sous-préfet parfois, mais vous savez, là, dans la commission locale d'information et de concertation, il y a marqué concertation aussi. Ah bon? Oui, concertation, c'est on discute. C'est pas vous nous faites la messe, là, avec des beaux PowerPoint, etc. Donc, je crois que là aussi, il y a tout un travail à faire auprès de l'administration, des élus, pour dire, voilà,
La concertation, c'est de se dire, mais ce projet est mauvais, il faut le changer ou l'amender, etc., etc. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui aussi dans notre paysage. Dans des pays qui font un peu du gaz de schiste, comme le Canada, vous avez aujourd'hui des bureaux d'audition pour la protection de l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les BAP, où là, toute la population est entendue. Et puis, c'est à la fin, il y a à la fois une évaluation économique, sociale et environnementale. C'est d'ailleurs le développement durable. C'est-à-dire, il y a 3 piliers, voire un 4e, mais il y a au moins 3 piliers, économique, social, environnemental. Quel est le coût social, quel est le coût écologique face au coût économique, au rapport économique? C'est là aussi, quand je disais les indicateurs, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il faut créer tous ces indicateurs et arriver en force en disant, mais vous voyez, là, l'indicateur social, il est primordial par rapport à l'indicateur économique. Moi, je vais rebondir un petit peu sur le côté international qui a été abordé. Je suis là. On peut se poser la question, en fait, peut-être aussi au niveau géostratégique et géopolitique, dans la mesure où je pense que, comment dire, l'augmentation de la production aux États-Unis peut changer la politique des États-Unis, par exemple, vis-à-vis de ses fournisseurs actuels dont ils dépendent. Donc ça peut complètement bouleverser cet équilibre, enfin ce déséquilibre. Hein. Et donc je pense que ça va bien au-delà de considérations locales, malheureusement. Et on peut revenir sur TAFTA et toutes les multinationales qui s'en mêlent. À la faculté de droit à Montpellier, je fais un cours sur le droit des énergies renouvelables du changement climatique. Et j'ai l'habitude d'ouvrir mon cours en disant à mes étudiants, quelle est la première guerre de l'humanité ? C'est la guerre du feu. Donc la première guerre de l'humanité, c'est une guerre énergétique. Alors je leur dis, quelle est la dernière guerre de l'humanité ? Alors j'ai eu... c'est une guerre aussi énergétique, que ce soit la Libye, machin, etc. Bon. Donc vous avez raison, c'est-à-dire que l'enjeu, il est crucial pour l'humanité, comme l'enjeu de l'eau, d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas à la fois apporter une réponse locale sans voir les enjeux internationaux. Après, c'est pour ça que j'appelle, moi, un débat pour réfléchir à une autonomie énergétique. Il y a aujourd'hui des penseurs français, allemands, etc., américains aussi, en disant, voilà, comment est-ce qu'on peut toujours continuer à aller prendre le pétrole en Arabie Saoudite, etc. On est sur des visions qui ont un terme court, voire moyen. Vous posez l'enjeu, c'est ça. Mais encore une fois, il faut que tout le monde se responsabilise sur ses choix énergétiques. Parce que, souvenez-vous, moi quand j'étais à l'école maternelle, je me souviens de ces belles cartes de France, la France industrielle. On voyait, monsieur a parlé de lac tout à l'heure, on voyait, bon, mais c'est fini. Tout ça, c'est fini. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur l'innovation, on travaille sur les énergies renouvelables. Est-ce que les gaz de schiste, c'est pas la solution juste pour s'amuser pendant 15 ans, 5 ans, pour dérégler le marché pétrolier, parce que ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il va y avoir, pour relancer la croissance internationale, on va dire, voilà, il y a les gaz de schiste, hop, parce que être pétrolier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Pouig Pouig, vous savez pas, Louis de Funès, pour les plus anciens, vous savez l'histoire du gisement, du fameux gisement. Bon, mais les pétroliers, c'est pareil. Le pic on appelle ça le pic de Huber, c'est-à-dire le pic où la production va être au maximum par rapport à la consommation. Certains vous disent que c'est en début 2000, après 2015, etc. Bon. Mais les pétroliers, c'est pareil. Un jour, ils disent, on n'aura plus de pétrole. Hop, que fait la bourse ? Elle monte. Le prix du Brent monte à $100, 110, etc. Et puis, 15 jours plus tard, on a trouvé un truc. Boum, ça redescend. Donc, derrière, il y a des gens qui jouent là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui jouent avec les autres gens et la vie des gens. Bon, ouais.